L'inflation en août a été de 0,5%. C'est un peu plus que prévu, mais les analystes restent optimistes à moyen terme. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite le docteur en économie Daniel Guggenheim pour ses chroniques hebdomadaires. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va commencer à parler de l'inflation cette semaine. Alors l'inflation en août qui a été en fait plus haute que prévu. Tout à fait. La veille de Rosh Hashanah, vendredi, quand les gens préparaient leur repas, il y a eu l'annonce de l'inflation qui a été au mois d'août de 0,5%. Plus important que ce qui avait été prévu parce que les économistes avaient prévu 0,3, 0,4%. D'ailleurs, il faut noter que les 3 derniers mois avant, c'était le contraire. Les économistes avaient pensé que ça serait plus haut et ça a été plus bas. Donc, il y a une mauvaise surprise dans ce cas, pour ce mois d'août de l'autre côté. Mais il faut dire tout de suite que d'abord, c'est quelque chose de mondial. Au mois d'août, dans beaucoup de pays, l'inflation est beaucoup remontée. Aux États-Unis, on a redépassé les 4%. D'ailleurs, en Israël aussi, c'est au 4,1% si on regarde sur les 12 derniers mois. En France, on est maintenant, j'ai vu 5%. Donc, c'est quelque chose de général. C'est aussi peut-être lié un peu, en tout cas dans d'autres pays, au fait que les prix de l'énergie ont augmenté. Le pétrole, qui était toujours cette année 70-80 $, maintenant s'approche des 100 $. Ça joue aussi sur le prix du baril sur les prix. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé au mois d'août. Je voudrais tout de suite dire que pour le mois de septembre, on prévoit en Israël à peu près 0,2%, et pour le mois d'octobre, quelque chose aussi de la même du même ordre, une stabilité. Alors, comment c'est possible si on impute ça à la hausse de l'énergie? Est-ce que l'énergie va baisser septembre-octobre ou pour d'autres facteurs, les prévisions sont à la baisse? Alors, pour l'énergie en Israël, je parle. Pour l'instant, ce que le gouvernement a fait, c'est que la hausse du pétrole, puisqu'on parle surtout du pétrole, il la prend sur lui en baissant un peu les taxes. Et il a de la marge d'ailleurs. Et c'est quelque chose, à mon avis, une très bonne politique parce que ça permet de limiter l'inflation. Parce qu'on sait que si ça commence au niveau de l'essence, c'est sur partout parce que c'est quelque chose, on dit en Israël, mecholel inflatia. C'est quelque chose qui fait énormément bouger l'inflation. C'est dans tous les pays comme ça. Maintenant, ce qu'il faut dire, la seule chose suivante, c'est que ce qui se passe, c'est que le mois d'août de l'année dernière en Israël était très bas, l'indice était même négatif. Et donc, si on regarde les 12 derniers mois, alors ça fait beaucoup 4% parce que par rapport à ce qui était l'année dernière. Mais septembre aussi, l'indice l'année dernière était particulièrement faible, je crois était même négatif. Mais à partir d'octobre, l'année dernière, les indices ont été très forts. Donc on va tout à partir d'octobre, d'après ce que les analystes disent, à moins d'une surprise qu'on ne connaît pas, on va commencer à voir sur les 12 mois, en regardant 12 mois en arrière, on va voir que le rythme se rapproche des 3% et voire même être en dessous pendant plusieurs mois jusqu'à en 2024, quoi. Ça va être dans cette tendance qui sera bonne. Alors, on a beaucoup parlé, Daniel, des appartements, de la hausse des appartements. Alors, à l'achat, un peu moins. La hausse surtout des coûts des locations, pour les nouveaux locataires. On en est où, là? Ça descend ou ça monte? Point de vue de location, c'est plus 8%. Ce qui est très important pour les nouveaux locataires, je parle entendu. Il y a un réel problème qui n'est pas bien traité par le gouvernement. On remarque, si on peut être un petit peu plus optimiste, c'est mieux que ce qu'on a fait les derniers mois, on était plutôt vers les 10%. Maintenant, ce qui concerne les achats d'appartements, ça sur tout Israël, de nouveau baisse de moins 0,1%. Surtout, sur les 12 derniers mois, on a plus 3. Si on regarde, on était l'année dernière à plus 20. Donc, on a fait un énorme chemin. Maintenant, ce qui se passe, en plus de ça, ce que l'Institut des statistiques a dit, je me suis trompé. La baisse entre mars et mai est beaucoup plus importante que j'avais dit. Moi, j'avais parlé de moins 0,6%. En refaisant mes calculs ou en ayant d'autres données, je vois que ça a été vraiment de moins 1%. Et donc, réellement, il y a une baisse de l'immobilier. C'est une baisse de l'immobilier qui est un peu inégale aussi en fonction des villes. Il y a certaines villes qui baissent plus que d'autres, notamment Tel Aviv. Ça, c'est important de le signaler parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont envie de s'installer à Tel Aviv. Je crois que les appartements ont baissé d'1%. Tout à fait, parce qu'ils sont très très chers et très hauts, et donc les gens ont plus de mal à acheter là-bas. Et on remarque que les transactions se font surtout dans la périphérie, parce que c'est là où il y a des possibilités maintenant d'acheter, que ce soit pas trop cher. Des affaires à faire, voilà. Alors on continue tout de suite avec bien sûr une question qui rejoint un peu
le sujet qu'on quitte, c'est les mashkentaot. Alors les mashkentaot, il y a du nouveau, en tout cas dans les habitudes de ceux qui prennent des prêts aujourd'hui immobiliers. Il y a une nouvelle composante dans ces prêts hypothécaires, c'est les prêts ballons. Alors ça, c'est très nouveau, ça n'existait pas auparavant. De quoi s'agit-il exactement pour ceux qui ne connaissent pas le prêt ballon? On va tout expliquer, Daniel. Ça existait, mais pas dans la même proportion, disons. C'est-à-dire, les prêts ballons, d'abord, c'est quoi? C'est celui qui vous prête l'argent, en l'occurrence la banque, et vous dit la chose suivante. Je sais que maintenant, tu as des problèmes de trésorerie, je te propose la chose suivante. Jusqu'à la fin du prêt, généralement, c'est des prêts de courte durée, 2 ans, quelque chose comme ça. Tu n'auras pas besoin de payer pendant ces 2 ans-là une partie du capital. Je ne te demande que les intérêts. Donc forcément, les remboursements sont beaucoup moins chers. Tout à fait. Mais dans 2 ans, il faudra que tu me payes. Ah ben voilà, dans 2 ans, il faut payer tout ce qu'on n'a pas payé au niveau du capital, quoi. Tout à fait. Voilà, donc ça veut dire que c'est une grosse somme à rembourser. Bien sûr, mais c'est un pari aussi sur la fin. Un pari que les taux seront de mashkentaot dans 2 ans. Ils seront moins importants. Et donc, les gens se disent, pourquoi maintenant je vais m'engager sur 20 ans à payer ou même très plus cher. 5-6%. Donc ça veut dire quoi, que 2 ans après, on peut renégocier la mashkenta? Alors, pas seulement 2 ans après d'ailleurs. Il est possible à tout moment pendant cette période-là de rembourser le capital et sans ce qu'on appelle les commissions de remboursement anticipé. Souvent, les gens entendent quand il y a des mashkentaot que, vous savez, faites attention, si vous voulez une fois rembourser, moi maintenant, la banque dit, moi je paye très cher mes prêts, si une fois tu veux rembourser parce qu'on peut prêter moins cher, moi je te demanderai une commission. Et là, non. Et donc, ça permet aux gens une certaine flexibilité à ce moment-là, en se disant, finalement, j'emprunte, je vais te payer avec les intérêts. Si tout d'un coup, j'ai une opportunité où j'ai décidé de pas attendre la fin des 2 ans, je peux à tout moment rembourser. Donc, ça veut dire que pour les acheteurs, c'est un intérêt, c'est plus de flexibilité, c'est un pari sur l'avenir, c'est une respiration, on va dire, tout en leur permettant d'acheter. C'est pas dangereux. C'est surtout d'abord destiné, je parle au niveau des clients, pour quelqu'un qui a déjà un appartement et qui voudrait s'acheter un autre appartement, soit qui soit mieux que celui actuel, soit peut-être même un deuxième appartement pour investissement. Alors, il se dit maintenant, moi, j'arrive pas à vendre mon appartement parce que il y a un problème dans l'immobilier, mais tiens, j'ai une opportunité d'acheter maintenant un second appartement et donc je veux pas vraiment payer beaucoup d'argent parce que j'aurais besoin de payer que les intérêts et peut-être dans 2 ans je verrai où j'en serai, moi, point de vue de ma décision finale, quoi faire. Et j'espère que dans 2 ans, les taux seront beaucoup moins importants. C'est ce qu'on me dit dans la presse. Et ce qui est prévu, d'ailleurs, faut le dire. Maintenant, autour de 5-6% pour les mashkentaot sur 25-30 ans. Je pense que, effectivement, s'il n'y a pas de problème, dans 2 ans, effectivement, on serait autour de 4%, peut-être pas les 3% comme on était avant de moyenne, mais quand même, moins que maintenant. Donc, pour un acheteur qui a cette possibilité, c'est peut-être pas dangereux. Ok, alors maintenant la question est comment ça se fait que on va dire que ça apparaît de plus en plus sur les marchés? Est-ce que c'est boosté par les banques ou boosté par les promoteurs? Alors, c'est boosté par les deux, mais en plus il faut donner les chiffres d'ailleurs parce que c'est intéressant. Avant l'augmentation des taux d'intérêt, ce genre de prêts ballons dans les mashkentaot, dans les prêts hypothécaires, ne représentait que 4,5%. Et maintenant on est à plus de 11%, 11 points exactement, quand le raccord absolu a été en 2018, en septembre, de 11,5. On est très très près de cette proportion là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu à peu près 6 milliards de shekels de mashkentaot qui ont été pris au mois d'août. Et donc, parmi ça, 760 millions de shekels qui ont été pris de cette façon-là, de prêts ballons. Donc, c'est une proportion importante. Alors, pourquoi les promoteurs, ils sont intéressés à ça? Eux, ils ont des stocks d'appartements qui commencent à construire. Et donc, ils sont intéressés à pouvoir les vendre puisque ça leur fera de la trésorerie. Et oui, parce que là, l'argent est immobilisé, quoi. Pour eux, c'est une perte. Il y a des grands problèmes en ce moment. On le voit, puisque ça m'a donné des faillites. On en a parlé ici de certains promoteurs. Donc, il y a ils sont très très intéressés à pouvoir vendre ce qu'on appelle le stock, c'est-à-dire des appartements qui seront construits ou qui vont être bientôt construits. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les banques. Pour les banques, c'est très intéressant pour la raison suivante, c'est que les banques, à part prêter aux particuliers quand ils font des mashkentaot pour les prêts hypothécaires, ils prêtent aussi aux promoteurs, ce qu'on appelle en hébreu livoui bancaï. Il y a un accompagnement bancaire pour les grands projets immobiliers c'est de l'argent qu'ils prêtent
aux promoteurs, d'ailleurs, sous très très grosse somme. Et imaginez qu'il y a une banque qui prête 50 millions de shekels à un promoteur. Pour elle, elle a un risque de 50 millions de shekels qu'elle pourrait ne pas avoir. Et deuxièmement, ça l'oblige d'ailleurs pour les prêts normaux qu'elle donne à ses promoteurs d'avoir beaucoup de fonds propres, parce que c'est une demande de la Banque d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, si moi j'arrive à ce que ce promoteur arrive donc à trouver 50 clients, au lieu des 50 millions sur une personne, j'ai 50 personnes à qui me doivent 1 million de shekels. Donc, obligatoirement et logiquement, économiquement, le risque est partagé. Et c'est beaucoup mieux pour la banque, et la Banque d'Israël aussi est très satisfaisante. Et en vérité, gros, tout le monde est gagnant, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est un phénomène qui est en Israël et qui est mondial. C'est le fait qu'on attende que d'1 ou 2 ans, les taux vont baisser. Ça, c'est quelque chose qui se joue beaucoup au niveau des prêts, et tout le monde, dans le monde financier, agit de cette façon-là. Et donc, c'est effectivement, apparemment, quelque chose qu'il faut faire maintenant. Et nouvelle à présent, mon cher Daniel, qui va intéresser les consommateurs, pas forcément les férus d'économie, mais ceux qui font leurs courses comme vous et moi, et qui n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé à Rami Lévy juste avant les fêtes. Alors, on a beaucoup parlé de leur miel à moins de 15 shekels, mais ce n'est pas sans conséquence, Daniel. Et ça a un prix, tout ça. Tout à fait. Vraiment, vous dites le mot qu'il faut, ça a un prix. Parce que, qu'est-ce qui s'est avéré? D'abord, ceux qui représentent les producteurs de miel en Israël ont été étonnés que Rami Lévy, même en important de l'étranger, même si c'est subventionné par la communauté européenne, qu'on puisse faire du miel à 50% du prix habituel. En Israël, le prix du miel au kilo est 40 shekels. Là, il présentait autour de 17 shekels le kilo. Les 15 shekels, c'est quand c'est un peu moins qu'un kilo. Et ce qui était aussi impressionnant, c'est que si vous avez fait vos courses dans ce supermarché bien connu, il n'y avait pas d'autre marque de miel. C'était le seul miel qui existait, c'est le miel Rami Lévy. Tout à fait. Alors, d'abord, concernant le fait que ça c'est tellement peu cher, eux, ils se sont dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Alors, ils ont envoyé, c'est-à-dire les producteurs de miel en Israël, qui sont réunis dans ce qu'on appelle Moatza en hébreu, c'est-à-dire une sorte de syndicat de producteurs. Coopérative, c'est le mot. Okay. Et ils ont envoyé ce miel-là en Allemagne, dans un laboratoire, ce miel qui vient de Grèce d'ailleurs, pour savoir que si vraiment c'était comme il est marqué sur l'emballage, un miel naturel 100%. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce laboratoire? Et ça a été publié dans la presse, on a vu les papiers. Nous avons trouvé dedans du sirop de sucre qui s'appelle Psychose en France. Pour ceux qui écoutent les informations en France, c'est quelque chose de très connu que maintenant le sucre en France ou même en Europe étant tellement cher qu'on utilise ce sirop de sucre qui est beaucoup moins cher pour mettre dans beaucoup d'aliments pour faire que ça soit doux. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non. Mais c'est pas vrai c'est pas du naturel. C'est pas du naturel. Et on peut pas dire 100% naturel et faire croire aux gens ça lorsque c'est pas comme ça. Deuxièmement, ça vous l'avez bien précisé, que lorsque il y a cet appel d'offres de la part du ministère des Finances qui dit moi je veux faire baisser le miel avant Rosh Hashanah et donc je vais permettre de importer jusqu'à 500 tonnes par les distributeurs en Israël de miel qui viendront d'étrangers. Pour ça, il faut qu'ils s'engagent à certaines choses. Et une des choses, c'est qu'il y ait concurrence. C'est-à-dire qu'il laisse la possibilité aux consommateurs de choisir entre ce produit importé et le produit israélien. Et là, c'est là que ça a péché, puisque Rami Lévy a vidé ses rayons des autres miels. Il n'y avait pas d'autres miels à acheter. C'était, si vous cherchiez du miel, c'était ce miel-là ou rien. Tout à fait. Et alors, il y a eu des avocats qui ont pris cette affaire au sérieux et qui disent, nous, on vient au nom des consommateurs, ce qu'on appelle une attaque en justice au nom des consommateurs, au nom du public, en hébreu tvia yitzukit. On demande 45 millions de shekels à Rami Lévy pour ne pas avoir tenu cet appel d'offres. Et pour les différentes raisons, voilà, pour les différentes raisons. Et avoir trompé le consommateur. Il faut ajouter, pour être objectif, quelle est la réponse de Rami Lévy? Lui, il dit,
le ministère de la Santé ici a accepté ce produit-là et il l'a envoyé en Israël dans un laboratoire. D'après ce que la presse dit, ça c'était Mako qui a soulevé l'affaire, elle dit qu'apparemment le laboratoire en Israël n'a pas bien fait son travail. C'est le cas parce que de toute façon, s'il y en avait, il y avait du sirop de sucre dedans. Et donc, mais Rami Levy aurait dû quand même beaucoup se méfier parce que effectivement, on peut pas avoir des prix comme ça. Il y a une raison. Voilà. Un prix pas cher, c'est parfois douteux. Il faut voilà, c'est ça. Et donc, en plus de ça, la coopérative, donc les représentants de la coopérative du miel disent la chose suivante. Nous, de façon, on n'est pas contre l'importation s'il n'y a pas de miel en Israël. Mais on vous dit la chose suivante. Si vous commencez à désorganiser la production de miel en Israël, dit ça au ministère des Finances, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que d'abord, il y a 80 000 ruches. Mais il ne sert pas seulement à ça, il sert à la pollinisation des plantes. Et c'est quelque chose de très important pour Israël. Nous, on représente 4 milliards de shekels dans la production intérieure d'Israël. Quand vous allez faire ce genre de choses, d'importer à des prix que nous, on peut pas tenir, vous allez nous casser, et vous risquez de casser l'agriculture israélienne. Et moi, je peux permettre, c'est rare que je prenne position, mais là, je prends position, je suis pour l'agriculture israélienne, parce que ce qu'on voit, en tant qu'économiste, je parle, on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde entier, on voit qu'il faut être très, très attention de ne pas sacrifier le futur pour une raison présente. Il y a d'autres façons de faire. L'État d'Israël pourrait, par exemple, subventionner plus ceux qui font justement ce travail de faire du miel ou d'autres dans l'agriculture, qui permettrait, comme en Europe, de pouvoir mieux lutter contre la concurrence mondiale, parce que Israël, pour certaines choses, en agriculture, est quand même un leader mondial. Et ça serait dommage que on s'arrête pour cela. Bon, alors même si c'est plus cher, le message de Daniel est clair. Il faut consommer responsable et apparemment consommer blanc-bleu. Tout à fait. On continue décidément avec des nouvelles qui intéressent les consommateurs. Aujourd'hui, il s'agit à présent de Supersal Online. Alors Supersal Online a dû dédommager une femme, une cliente qui avait commandé de la marchandise qui n'a pas été livrée à l'heure et ça va leur coûter cher. Tout à fait. Je dirais même non seulement qu'elle n'était pas livrée à l'heure, mais qu'elle n'a pas été livrée du tout. Et je vais m'expliquer de ce qui s'est passé. Donc, 2 jours avant Rosh Hashanah, cette dame qui s'appelle Madame Shahar de Petar Tikva se dit, moi, j'ai pas le temps de faire mes courses dans le quartier et aussi c'est plus cher. Je vais demander à Supersal Online de me livrer. Et donc, elle a fait sa commande et elle s'était pris donc en avance, et elle devait être livrée la nuit qui est avant Rosh Hashanah, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après 3 heures, ils viennent pas. 3 heures après de retard, après que ce qu'on lui a dit, et on lui dit, vous savez, on va te livrer cette nuit, et après 3 heures de retard, ils l'ont pas fait. Elle a retéléphoné, on lui a dit, tu as raison, mais on va te faire à 2 heures du matin. Et à 2 heures du matin, ils disent, finalement, il était fatigué, le livreur, je sais pas, il peut pas venir, et donc tu seras pas livré cette nuit. Donc, elle était embêtée parce qu'elle voulait avoir du temps pour préparer sa cuisine, mais elle voulait surtout pas aller faire elle-même les courses dans le quartier. Et le lendemain, elle retéléphone à Supersal, dit, écoutez, vous avez été en retard, et vous m'avez pas livré, de toute façon, même la nuit, et maintenant, je veux que vous me livriez absolument. On lui a dit, d'accord, on va te livrer, et là, de nouveau, il y a eu plus de 3 heures de retard, et finalement, ils sont pas venus l'après-midi, et elle a dû faire ses courses dans le quartier, qui coûtent beaucoup plus cher, et elle a dû faire en très grande vitesse. Maintenant. Alors, ça, c'est très important, parce qu'on a l'impression que c'est anodin. Or, il y a des lois qui protègent les consommateurs en Israël. On le sait pas, mais c'est très important. Alors, écoutez bien ce que Daniel va vous dire. Tout à fait. Cette loi, on l'appelle la loi des techniciens, parce que elle était destinée à ceux qui viennent réparer des choses dans votre maison, électriciens, moi je sais pas, pour la machine ou n'importe quoi. Et donc, c'est pour eux que ça a été fait, en disant, tu t'engages à venir. Si tu as 2 heures de retard, c'est 200 shekels. Donc un dédommagement à celui qui attend le technicien de 200 shekels. Voilà. Et si tu as 3 heures de retard, ça passe à 600 shekels. Maintenant, cette dame, elle a dit, moi je sais que cette loi elle ne concerne pas seulement les techniciens, et elle concerne aussi tous les gens qui doivent livrer quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas connu par les gens. Elle a dit qu'elle va parler à ses amis qui ne savaient pas. Et même au Supersal, d'abord, avec qui elle a parlé, celle au téléphone, lui a dit, tu sais quoi, c'est un réseau, c'est un désagrément, on va te payer 100 shekels. Elle a dit, non,
La loi dit que vous me devez 1200 shekels. Et effectivement, 6 heures de retard, 300 fois 2. Et en plus, vous n'êtes même pas venu à la fin. Oui, tout à fait, 600 fois 2. 1200, Et vous n'êtes même pas venu me livrer à la fin. Et donc, moi, j'ai 1200 shekels. Et ils ont vérifié à Super Salon Line et ils ont payé ça. Ils ont donné 1200 shekels à cette cliente-là. Eux, leur réponse, c'est de dire, il y a eu localement, un problème. Mais ils ont reconnu l'erreur. C'est très intéressant. Est-ce à dire que tout le monde qui subit un retard de ce type peut, sans aller devant la justice, de gré à gré avec le commerçant ou le service en cause, exiger un remboursement? Tout à fait. Mais c'est-à-dire que là, Super Salon Line, elle savait que si cette personne-là allait en justice, immédiatement, il devrait payer, quoi. C'est quelque chose que c'est, il y a pas, c'est quelque chose de factuel. C'est pas quelque chose qu'on peut dire s'il y a un problème ou que la loi est claire. Mais maintenant, il peut y avoir quelqu'un qui voudra pas vous accepter. Là, il faudra aller en justice. Il faudra peut-être la justice. Mais si c'est, à mon avis, si c'est une grosse boîte, genre super et tout ça, ils sauront et ils vont immédiatement accepter. Bon, bah alors voilà, un bon tip pour cette année, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.